RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour sur le plateau de Mardi politique sur France 24 et RFI avec notre invité Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen. Donc la question qu'on essaie de comprendre avec Véronique Rigolès, c'est dans le fond, est-ce que face à Fillon, Marine Le Pen va devoir revoir sa stratégie? Parce que dans le fond, il y a quand même deux cœurs de l'électorat au Front National. C'est la version Marion Maréchal Le Pen, traite sur des thématiques effectivement très catho. Et vous, Marine Le Pen est inspirée par vous, c'est ce que vous reproche d'ailleurs le grand-père, enfin Jean-Marie Le Pen, c'est d'être sur une version étatiste, anti-euro, etc. Mais sur ce thème-là, vous allez rencontrer Mélenchon sur votre route. Bah, écoutez, ça fait peut-être 4 ans qu'on me dit cela. Mais oui, mais là, vous avez un adversaire de taille qui est Fillon, sur des thématiques de valeurs traditionnelles. Ça fait 4 ans qu'on nous explique que le Front est terriblement divisé, alors qu'en même temps, on nous dit que c'est le seul parti qui ne fait pas de primaire, qu'il est au bord de la scission, de l'explosion, qu'il y a deux fronts irréconciliables. Vous avez caricaturé, parce que si vous me suiviez dans les réunions publiques, vous verriez que je sois au nord, ou au sud, ou à l'ouest, ou à l'est, ou en Île-de-France, ou n'importe où. Vous n'êtes pas anti-mariage pour tous. Je dis exactement la même chose. Je parle d'économie, d'immigration, d'identité nationale, de souveraineté nationale, de services publics, d'écoles, de santé. Nous parlons et marions aussi de tout, parce que c'est à cela que s'intéressent nos compatriotes. Voilà. Pour le reste, sur l'économie, elle est sur des thèses un peu plus libérales que les vôtres, par exemple. Pour le reste, si Jean-Luc Mélenchon nous rejoint sur la dénonciation des inégalités de l'Union européenne, il est plus fort que vous là-dessus. Tant mieux, il appellera à voter pour nous au second tour. Voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus? Vous pouvez rêver. Au bout d'un moment, je ne peux pas vous dire plus que cela. Il appellera à voter pour nous au second tour s'il se sent si proche. Mais pour le reste, je crois très honnêtement qu'il faut arrêter, quoi. Enfin, il faut arrêter. Vous savez, le Front National, il incarne aujourd'hui peut-être la dernière espérance pour beaucoup de Français. Tous les candidats face à nous sont européistes. Tous les candidats face à nous sont immigrationnistes. Tous les candidats face à nous considèrent, comme M. Fillon dans son propre programme actuel, page 58, que les frontières nationales, il dit, lui, c'est un leurre, c'est une démagogie, c'est dépassé. Tous considèrent que la France est un pays mineur à tous les sens du terme, c'est-à-dire mineur, un petit pays, et en même temps un pays qui n'a pas sa majorité, qui ne peut pas décider pour lui-même, qui est sous tutelle. Le Front National, lui, il croit profondément en la nation, en la patrie. Il croit en sa souveraineté, en son indépendance, tel point qu'il veut poser la question aux Français sur notre appartenance à l'Union européenne. Il croit en l'identité nationale et il veut arrêter cette politique folle d'immigration et de communautarisme dont chacun sait que François Fillon la continuerait puisqu'il l'a faite massivement quand il était aux responsabilités. On peut pas laisser dire ça, c'était un grand coup de frein sur ce thème. Et qu'aujourd'hui, il nous explique qu'il faut un Schengen puissance 2. Qu'est-ce que ça veut dire, un Schengen puissance 2, si ce n'est continuer l'ouverture totale des frontières? Qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est accepter... Non, mais on ne peut pas vous laisser dire ça comme ça. François Fillon, il a dit lui-même, dans cette campagne, notamment dans le dernier débat avec Alain Juppé, a dit qu'il fallait arrêter de recevoir les réfugiés en nombre, qu'il fallait rétablir les 2 heures de contrôle aux frontières, qu'il fallait durcir les conditions de l'Europe, mais au contraire de l'Europe, nationale, comme on le fait. Écoutez, ça fait des années qu'on nous vend ça, on nous a vendu. Donc de là à dire il veut plus de frontières, il veut plus rien. Non, il veut comme les autres, comme tous les autres, 14 000 km de frontières européennes gérées par la Grèce et d'autres pays. Enfin, tout cela, on sait que ça ne fonctionne pas. Il faut évidemment des frontières. Est-ce qu'il faudrait faire un mur Non, des frontières simplement, sans caricature, des frontières nationales comme ça existe dans 95% des pays du monde. Et puis, pensez-vous un seul instant qu'il y a une majorité en France pour voter pour la suppression massive, il dit la désétatisation et le transfert massif vers l'assurance privée de la sécurité sociale, qui date du 4 octobre 1945. Est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité pour supprimer l'ISF, mais en même temps augmenter la TVA de 2 points pour tout le monde? Mais c'est furieusement contre les classes moyennes, contre les familles, contre les classes populaires, contre les retraités. Et moi, je suis absolument persuadé que cette purge, cette saignée ultralibérale que veut nous imposer François Fillon,
qui est le pire programme qu'on a vu depuis le 19e siècle, honnêtement, du point de vue économique et social, puisqu'il revient même sur des acquis de l'après-guerre, eh bien, les Français n'en voudront pas. Alors, justement, sur la sécurité sociale, il s'est un peu amendé hier. C'était lundi. Bah, oui, écoutez, c'est du classique. Hein. Il faut rassembler. Il faut se recentrer. Écoutez-le sur la sécurité sociale. Il semble plus rassurant, en tout cas. On l'écoute. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale, et je veux surtout que les personnes les plus modestes, les personnes âgées en particulier, ou les personnes aux revenus modestes, soient mieux remboursées qu'aujourd'hui. Mais je le dis ce soir devant tous ceux qui nous regardent, je prends l'engagement de faire en sorte que toutes les personnes qui doivent être protégées, toutes les personnes qui ont des revenus modestes ou moyens, ne soient pas moins remboursées demain qu'aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes rassuré là-dessus. Ça veut dire... Attendez. François Fillon essaie de lancer quelques signaux parce qu'il a probablement eu des remontées de terrain qui lui ont dit ce que tu as dit sur la sécurité sociale, c'est catastrophique, rassure notre électorat, on fera la purge ensuite. Vous n'avez pas passé tous les extraits, mais il dit dans le même extrait qu'il faudra ceci dit redéfinir le périmètre de la sécurité sociale. Que de jolis mots pour nous expliquer qu'il faut donc privatiser une grande partie des remboursements et de l'accès aux soins et de la prise en charge de la maladie en France. François Fillon nous explique là qu'en gros, il maintiendrait la CMU. Et l'AME réservée aux clandestins, la CMU réservée aux plus pauvres. La CMU, très bien. L'AME, nous sommes pour sa suppression et depuis très longtemps. Bon, l'AME, il veut quasi la supprimer. Il la limite aux maladies infectieuses. Et Sarkozy voulait déjà la supprimer en 2007. Il a eu 5 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Donc évidemment que ce sont des promesses en l'air. Mais en réalité, tout le reste sera privatisé. Tout le reste passera aux mutuelles ou aux assurances privées. Et je crois que ceux qui, aujourd'hui, accepterait ce programme, accepterait qu'on détricote la solidarité nationale. Voyez, moi, je ne peux pas l'accepter. Mais je ne peux pas l'accepter d'autant plus que... Donc vous voulez faire aucune réforme, vous ? Non, c'est pas ça, c'est que... On fait rien. Il y a tant de mauvaises dépenses publiques en France qu'on n'attaque pas. On demande des sacrifices, toujours aux mêmes. Alors c'est toujours les classes moyennes, les classes populaires, les retraités, les jeunes qui démarrent, les chefs d'entreprise. On leur demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Par contre, la gabegie de l'immigration, ça, personne n'en parle jamais. Parce qu'il ne faut pas croire que les centres d'accueil de migrants que préconise M. Fillon, ça ne coûte rien. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent. La Cour des comptes avait chiffré à plus de 2 milliards d'euros par an. Il ne faut pas croire que l'Union européenne ne nous coûte rien. L'Union européenne, entre ce qu'on lui verse chaque année, 22 milliards, et ce qu'elle nous rend, y compris les aides agricoles, 13 milliards, il y a un différentiel de 9 milliards par an. Figurez-vous qu'avec 9 milliards par an, on peut en faire des choses. Pour tenter que les Français décident de quitter l'Union européenne, c'est pas gagné, ce serait un référendum. On ne peut pas croire que la fraude ne coûte rien non plus, si on parle de toutes les dépenses, ou la décentralisation et toutes ces strates qui se superposent, qui coûtent très cher, avec un nombre incroyable d'élus, beaucoup trop d'élus. Beaucoup trop d'élus en France, beaucoup trop d'élus. Moi, je suis dans là-dessus, vous êtes d'accord avec lui. Je siège dans une région. Je siège dans une région où il y a 169 élus. 169 il veut réduire, faire un référendum là-dessus. Alors lui, pour réduire le nombre de parlementaires. Deux choses qui vous plaisent, référendum et réduire le nombre de parlementaires. Il veut fusionner région et département, donc supprimer les départements. Moi, je pense qu'il faut faire précisément l'inverse. Je pense que les départements sont très importants, notamment pour la ruralité, le conseiller départemental, pour les maires. Par contre, il ne faut plus que nous ayons d'élus au niveau régional. Il ne faut plus non plus qu'il y ait de conseillers économiques et sociaux régionaux qui coûtent une fortune, qu'on doit payer chaque mois dans chaque région, et simplement des conseillers départementaux qui se réuniraient au niveau régional régulièrement. On ne va pas rentrer trop dans mais c'est intéressant parce que ça nous permettra en plus de revenir sur les anciennes régions, les vraies régions, l'Alsace, la Picardie, etc. Et non pas ces gros machins très coûteux et qui n'ont aucune âme ni aucune réalité. En revanche, sur l'aspect de politique étrangère, vous êtes d'accord sur Vladimir Poutine. C'est un grand homme, c'est un grand pays, il faut parler avec lui. Voilà, là-dessus, vous êtes en accord. Si on a réussi à convaincre quelqu'un dans cette élection présidentielle qu'il fallait arrêter de un peu sottement diabolisé. C'est le Front National, vous pensez, qui a convaincu François Fillon ? En tout cas, nous étions seuls, désespérément seuls, il y a encore peu. Ça fait longtemps que Fillon prône ce rapprochement. Et François Fillon, qui n'était pas sur cette ligne quand il était aux responsabilités, manifestement, maintenant, souhaite un monde un peu plus équilibré et donc arrête de diaboliser, en tout cas dans les discours, la Russie. Bon, là aussi, on verra bien, ça reste des actes. Au moins, on arrêtera de nous dire que nous sommes les agents russes. Dans cette élection présidentielle, on a trouvé un autre agent russe, voyez-vous, qui s'appelle François Fillon, si on suit les analyses. Mais moi, j'aurais aimé surtout des actes. J'aurais aimé que, sous le quinquennat Sarkozy-Fillon, on ne nous fasse pas rentrer de nouveau dans le commandement intégré de l'OTAN.
Parce que là, en matière d'atlantisme, on ne peut pas faire mieux. Oui, mais en Fillon matière de soumission aux États-Unis, on peut pas faire considéré mieux. que c'était une erreur de Sarkozy de réintégrer la France dans le commandement. Ah, mais ce de l'OTAN. François Fillon, il en a avalé des couleuvres. Dis donc, c'est un homme faible. on dit un mot- Comment va-t-il oui. faire quand il sera face à Mme Merkel, à M. Juncker, à M. Poutine ou à M. Il n'était Trump? que Premier ministre. Cet Véronique, homme on qui dit un fut mot. si Devenir faible président. quand il était Premier ministre qu'il n'osa jamais rien dire, ni n'osa évidemment démissionner. Et puis, juste un mot sur la diplomatie, c'est important. Pour avoir une diplomatie, il faut avoir une armée, sinon on n'est pas crédible. Or, je vois dans le projet de François Fillon qu'il ne veut pas recréer de poste de militaire après la saignée sous l'époque Sarkozy-Fillon, puisqu'on avait supprimé sous son mandat 54 000 militaires. Lui, il ne veut pas un seul militaire en plus. Nous, au contraire, on estime qu'il faut recréer une vraie armée, aller vers 3% du PIB destiné à la dépense militaire. Je vois dans le même temps qu'il ne veut pas recréer un seul poste de policier et de gendarme, alors qu'ils en ont veut détruit. supprimer des fonctionnaires. Mais oui, il va en supprimer 500 000, des infirmières, des policiers, des gendarmes, des militaires. C'est vrai qu'il est flou là-dessus. Il est même pire que flou, il est très inquiétant. Les absents ont toujours tort. Véronique, peut-être une question sur la stratégie de Marine Le Pen. On voit bien qu'elle est partie en campagne, mais on n'a toujours pas de programme. Oui, la campagne, c'est février, le coup d'envoi de la campagne, 5 février, c'est ça? Alors, ce sera par des assises présidentielles à Lyon, début février. Oui. Est-ce que ça va pas être modifié par l'entrée fracassante en campagne, la droite à son candidat, elle se met en ordre de bataille? Est-ce que février, soudain, qui est une date assez classique dans une élection présidentielle, c'est pas un peu loin, d'autant quand on voit ces sondages qui, depuis 2 jours, donnent, on va regarder le sondage, Marine Le Pen sèchement battue par François Fillon à une élection présidentielle. Oui, 67% pour Fillon, Marine Le Pen 33%. Oui, enfin, ça, c'est un Est-ce que dans sondage ces qui a cas-là, été fait ouais. le jour ou même un peu avant. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Il y en a même des Oui, pires mais que ça j'en concernant ai même vu un qui a été fait la avant manière son dont Marine élection. Le Pen pourrait être Et battue. qui ont été faits à un moment où François Fillon était hyper médiatisé. Enfin, c'est même plus hyper, c'est ultra, méga, Ça vous inquiète supra pas médiatisé. Donc qu'il en bénéficie un tout petit peu de manière passagère, c'est évident. Ça va Non. pas changer votre entrée en campagne, ça reste... Vendredi prochain, Marine Le Pen en ce moment est à Outre-mer, à La Réunion. Elle va bientôt aller à Mayotte, puis en Guyane, où elle parle de son projet pour l'Outre-mer, remettre l'Outre-mer au cœur et non pas en périphérie. Ça, c'est important. C'est des terres de conquête pour vous. Hein. Bah, Vous ce êtes sont faible des terres dans complètement oubliées par la République. Et c'est scandaleux. Il faut les remettre au cœur économiquement, en matière de sécurité, en matière de développement sur la mer, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle le fait en ce moment même. Et puis là, vendredi, elle sera revenue. Nous faisons une grande convention sur l'énergie, l'écologie, c'est-à-dire tous les emplois de demain, lutter contre la pollution de l'air. La semaine prochaine, une grande convention sur la santé. Voyez-vous, C'est bon. donc on aura des choses à dire. Bah On aura des oui, choses bah, à dire, bah, notamment face au... J'allais dire heureusement, parce qu'il y a face toujours au pas de programme, il y a face toujours au pas de candidat. programme. Il y a toujours pas de Pourquoi programme. face au Ah, oui, candidat c'est- de la dévastation sociale qu'incarne Oui, mais il y a toujours pas de programme chez vous. Monsieur Fillon. Et le programme finalisé interviendra début février, mais en réalité, vous le connaissez déjà en large mesure. Vous savez très bien ce qu'on dit sur l'Europe, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'école, sur la santé. Nous avons fait déjà de nombreuses conventions avec un dévoilement du programme. Je voudrais qu'on parle dans un instant de l'Autriche. Donc, il nous reste peu de temps. Un mot sur ce qui se passe dans le couple exécutif en ce moment entre François Hollande et Manuel Valls. Donc, le Premier ministre a promis pas de crise institutionnelle entre le président de la République et le Premier ministre. La pression est retombée, mais comment vous analysez cette crise? Comment la regardez-vous? Moi, je le vois comme un long délitement. Ce quinquennat est un long délitement où, décidément, rien parmi nos institutions n'aura été respecté. L'institution suprême qui est celle du président de la République, du chef de l'État, a été gravement abîmée sous le mandat Sarkozy, c'est une évidence. Le Fouquet, Ouais. c'est tout le reste. Sous le mandat Hollande, ça a continué, ça s'est encore aggravé avec ce fameux livre qui vient de sortir. Mais il y a eu l'affaire Leonarda, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Je crois même que le quinquennat est un problème particulier. Il faudra Faut revenir. qu'il y aille. faudra revenir au faut qu'il se septennat. présente Hollande, parce que dans le fond, si vous avez un Montebourg qui prône la démondialisation et puis un Mélenchon, ça mord vont un peu se- vos mollets. Enfin, c'est surtout Donc vous eux avez qui tout vont se. intérêt. Les deux vont se faire concurrence furieusement. Oui, mais vous À avez tout l'inverse, quel intérêt à candidat avoir de gauche vous une- préféreriez? Oh, écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a M. Macron qui est déjà déclaré. On ne sait pas lui s'il est à gauche ou à droite ou ailleurs. On n'a toujours pas bien compris ce qu'il proposait, puisqu'il ne propose jamais rien, il ne dit jamais rien. Donc il y a déjà M. Macron, il y aura peut-être François Hollande, dit-on. Vous le souhaitez? Vous le souhaitez, oui. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je crois très honnêtement qu'il a très peu de chances d'être élu. Je crois même que ses chances sont égales à 0. Voilà. Mais le spectacle qu'on nous offre en ce moment, alors on est dans un pays qui connaît tant de problèmes avec l'islamisme, avec l'insécurité, avec le chômage, la pauvreté, les petites retraites, enfin tous ces problèmes majeurs, la santé, l'école, et on voit un couple exécutif qui se déchire. non seulement qui se déchire, mais qui fait le spectacle. Et qui se rabiboche quand même entre deux Et déchirements. même, je vais vous dire, si François Hollande ou Manuel Valls, ou les deux,
mais aller participer à des primaires partisanes, ces fameuses primaires. Moi, je trouve que ce serait un abaissement encore plus terrible de la fonction. Le voir débattre avec d'autres candidats, alors qu'il est encore la voix de la France dans le monde, alors qu'il est le chef de l'État. De grâce qu'il n'y aille pas. S'il se présente, au moins qu'il se présente en dehors des primaires. C'est le conseil que je peux lui donner. Mais je ne lui donne pas pour lui. Je lui donne simplement pour respecter la fonction présidentielle. On va parler de l'Autriche, hein, parce que dimanche, c'est le deuxième tour des élections, où le candidat du FPO était arrivé en tête. Hein. Donc, il y a un deuxième tour qui a été invalidé. Ça va être un troisième tour. Enfin, il avait, la première fois où ça a été invalidé, il est arrivé deuxième. Voilà, tout à fait. Vous avez raison. Alors, croyez-vous à une victoire du FPO, et puis est-ce que vous la souhaitez d'ailleurs ? Bien sûr, le FPO est un parti allié au Front National au Parlement européen. On travaille avec eux. Il y a eu des irrégularités lors de la dernière élection, ce qui fait que le candidat patriote avait perdu de très peu, je crois à 49,8% des voix, enfin c'est un candidat vert. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, c'est le vert qui est arrivé en tête. Ouais. Voilà, il avait fait 50,2, mais il y avait eu des irrégularités constatées par là-bas les institutions autrichiennes, donc ils ont refait le second tour. Ce second tour a lieu dimanche prochain. J'espère bien sûr que c'est pas notre candidat, puisque c'est une affaire autrichienne, mais en tout cas, le candidat de nos alliés, pour être plus précis, Norbert Hofer, pourra l'emporter et qu'il pourra changer la vie des Autrichiens. Alors, ce qui est assez intéressant... Mais je sais que c'est dur là-bas, il a toute l'oligarchie contre lui. Hein. Un peu comme au moment du Brexit ou au moment de l'élection de Trump. Ce qui est intéressant, c'est que Norbert Hofer, le candidat, a changé de stratégie entre ces... deux tours. Hein. Il a mis l'affaire européenne un peu sur le boisseau, la sortie de l'euro, parce que les Autrichiens ont mal vécu le Brexit. Est-ce que ça peut être une leçon pour vous de mettre un petit peu le mezzo voce sur la sortie de l'euro, parce qu'on sait, pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, que chez les retraités, la sortie de l'euro, ça fait peur. Ça passe pas. Je pense que c'est de moins en moins vrai ce que vous dites, parce que l'euro est de plus en plus perçu comme une machine à appauvrir. De plus en plus, les gens voient bien que maintenant, on peut piocher dans l'épargne des gens pour renflouer les banques, à cause d'une directive européenne. Et tout ça est lié au sauvetage de l'euro. On voit bien que l'euro nous impose, c'est un peu, si vous voulez, le couteau qu'on a dans le dos. Hein, on nous met un couteau dans le dos, on nous dit, on a le chantage de l'euro, donc on vous fait avancer dans la direction où on veut. Dans tous les domaines. Vous devez conserver Schengen, vous devez conserver la politique d'austérité, etc., parce qu'il y a l'euro. Et quand on n'est plus dans l'euro, et même quand on n'est plus dans l'Union européenne, on retrouve une liberté. Le Brexit se passe très bien. On nous avait annoncé l'apocalypse. Moi, je vois le chômage. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Le chômage baisse. Elle est encore en discussion et ça ne se passe pas si bien que ça. On nous avait annoncé... Attendez, et le FMI, il y a un seul pays pour lequel le FMI a revu à la hausse et non pas à la baisse ses prévisions de croissance, c'est le Royaume-Uni. Non, mais pour les prévisions sont un peu moins bonnes en revanche. Elles sont très au-dessus de la France et de l'Allemagne, en tout cas. C'est l'homme qui tombe de la tour au 60e Et on nous a annoncé, les grandes entreprises vont partir. En 3 semaines, Google annonce la création d'emplois, Nissan annonce 3000 créations d'emplois au Royaume-Uni, la consommation, l'investissement, le tourisme augmente, le chômage baisse et le moral des Britanniques est au plus haut parce qu'ils voient qu'ils sont revenus dans un pays libre. Alors, et moi je dis aux Français... Ça aussi, cette question européenne, regardez-la de près. Regardez les candidats qui vous en parlent et ceux qui ne vous en parlent jamais. Oui. C'est simple, ceux qui en parlent, c'est Marine Le Pen. Peut-être aussi Nicolas Dupont-Aignan, pour être honnête. Ceux qui n'en parlent jamais, ce sont tous les autres, à commencer par M. Fillon. Mais quand on regarde l'Autriche, pardonnez-moi de revenir sur le cas de l'Autriche, quand même, il n'y a pas de chômage en Autriche. Il y a une immigration plus ou moins... assez forte, mais contrôlée. C'est un pays qui est prospère. Comment vous expliquez, dans le fond, cette montée du national-populisme si il passe dimanche prochain? Patriotisme. N'employez pas des mots... National-populisme. Oui, mais vous savez. Je n'ai pas dit national-socialisme. Oui, enfin, vous changez une syllabe et vous y êtes. Hein, donc, non, je pense que ce sont des mots qui n'ont pas leur place. Je fais bien la différence. Je vois où vous voulez m'emmener, mais non. Non, moi je considère qu'il faut respecter chaque vote, chaque camp, chaque candidat qui se présente et le traiter avec égalité, avec même respect. Il y a des Autrichiens qui votent pour le FPO massivement. Peut-être donneront-ils une majorité à ce président, que ça plaise ou pas aux puissances financières, aux puissances médiatiques, ce sera comme ça. Et je sais que l'élection de Trump a été un désastre dans des rédactions de presse et à Wall Street. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et le Brexit de même. Eh bien, respectons les Autrichiens. Quelles sont les motivations du vote? Il y a un problème d'immigration, il y a un problème économique malgré tout, d'inégalité, etc. Il y a un problème d'indépendance par rapport à l'Union européenne. Une dernière question un peu courte. Il y a un mois, sur ce même plateau, Marine Le Pen n'excluait pas de démissionner si d'aventure, une fois élue présidente, les Français votaient contre le référendum pour sortir de l'UE. Est-ce que ça reste d'actualité?
C'est-à-dire qu'on fera un référendum au bout de 6 mois. Très court la réponse. Oui, mais il n'y a rien de changé. Oui. Donc elle démissionnera si les Français ne voulaient pas sortir de l'UE. De toute façon, je vais vous dire, cette question ne se pose pas. Les Français auront élu Marine Le Pen sans un programme très clair et sauront très bien que si elle n'a pas les instruments des frontières, du budget, de la monnaie, du patriotisme économique pour mener sa politique, alors ça ne sert à rien d'avoir voté pour cette politique puisqu'elle ne pourra pas être mise en place. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous d'avoir été là. Merci Véronique Rigolet. Merci à Pauline Hellman et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.